Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Je vous retrouve ce soir comme d'habitude avec la chronique hebdomadaire, avec bien sûr notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. En ces moments un peu chauds. Effectivement, Monsieur Cohen, il y a pas mal de mouvements et de choses à dire aujourd'hui concernant l'actualité au Moyen-Orient. Alors, les amis, comme d'habitude, je vous invite, tous ceux qui nous suivent là sur TikTok, sur les autres plateformes, je vous invite à partager un maximum. Toutes celles et ceux qui veulent participer, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien. Sur TikTok, vous faites la demande. Sur les autres plateformes, pareil. Juste un petit commentaire avant de commencer. Je regarde. Non, alors, attendez, que je regarde vite fait. Non, bah écoutez, non, tout va bien. Donc on va commencer, Monsieur Cohen, avec les derniers événements. Il y a cette marche vers Gaza, il y a la flottille, il y a les frappes, israéliennes sur l'Iran. Alors Oui. on va commencer. Je vous laisse commencer par l'endroit que vous voulez, Monsieur Cohen. Et puis comme d'habitude, on va interagir ensemble avec les auditeurs. On va commencer avec l'Iran, c'est plus chaud et plus. Après, on Alors, retournera au. Alors très bien. Oui, Alors si on commence par l'Iran, moi je vais commencer par vous poser une question, hein, oui, puis derrière vous pourrez répondre et puis apporter votre analyse sur le sujet. Alors je le rappelle, les amis qui nous écoutent, c'est pas moi qui écrit des bouquins, c'est pas moi qui ai une grande expérience de la politique au Moyen-Orient. C'est Monsieur Jacob Cohen qui répondra aux questions et qui donnera son analyse. Vous pouvez critiquer autant que vous voulez. Je suis au service de Monsieur Jacob Cohen et de son expérience. Alors, Monsieur Cohen, oui. question concernant bien sûr cette histoire de frappe contre l'Iran. Selon vous, que- quelle sera la réponse militaire iranienne attendue à l'agression israélienne, globale ou limitée? Alors, je crois qu'aujourd'hui, l'Iran est face à son destin. Elle joue son destin. Le pays joue son avenir, son existence, son indépendance, sa nature. C'est-à-dire, il a le choix ou se soumettre, c'est-à-dire répondre de manière comme il l'a fait avant, symbolique, et donc accepter sa soumission à l'Amérique et à Israël, qui va lui dicter la politique à tenir, c'est-à-dire euh, abandon de l'industrie nucléaire. Abandon de l'industrie nucléaire. C'est ce qu'a cherché à Trump avec les négociations. Il exigeait de l'Iran qu'il abandonne toute son, même pacifique. Voilà. Alors, ou soit donc l'Iran se soumet, accepte le rapport de force, ce qui, à mon avis, comme ça, dit comme ça, c'est à peu près, à mon avis, c'est presque les 2 tiers, 66% des chances que l'Iran adopte cette attitude. Mais c'est une intuition. Hein. Soit il reste l'autre solution, c'est-à-dire j'affirme mon indépendance, j'affirme mon existence, je suis un pays libre, indépendant, j'ai choisi ma voie, mon destin, et je suis prêt à me battre jusqu'au bout pour défendre, parce que c'est une question de survie pour l'Iran, pour le régime iranien, pour la société iranienne, etc. Et donc, on accepte, on relève les gants et on va au combat. Voilà. Ils ont de quoi, ils recevront des coups, mais au moins, ils continueront à lutter pour leur indépendance, pour leur survie. C'est très important. On assiste aujourd'hui vraiment à un choix décisif, c'est-à-dire tout le Moyen-Orient est soumis à l'axe américano-sioniste, tout le Moyen-Orient, et il reste l'Iran. L'Iran, vous savez qu'il y a eu 5 ou 7 pays qui, dans les années 90, ont été promis à la destruction
par le régime américain et en collaboration avec Israël. La Syrie, l'Irak, la Libye, etc. Enfin, j'ai oublié la liste, mais il y avait l'Irak et l'Iran était le dernier pays. Et bon, moi, sincèrement, je vous le dis, je ne m'attendais pas à cette attaque. Je n'aurais pas parié là-dessus. Mais bon, apparemment, l'Amérique ou l'État profond américain et Israël ont décidé d'y aller. Voilà. Et Israël a frappé très fort. C'est-à-dire, son message est clair. C'est pas, enfin, il n'a pas détruit une usine ou un aérodrome. Ils ont détruit des tas de centres. Ils ont assassiné des militaires de haut rang. Ils ont assassiné. Évidemment, tout cela a été prévu à l'avance, etc. Donc, ça a demandé des mois de préparation. Et les États-Unis ont joué le rôle, Trump a joué le rôle d'endormir l'Iran avec soi-disant ses négociations. Les négociations à Oman, etc. Oui, machin, patati patata. Et même, ils doivent se rencontrer encore la semaine prochaine. Je ne sais plus où, peut-être à Oman. Et l'Iran se demande si elle va envoyer une délégation. Enfin bon, voilà. Mais cette fois-ci, et apparemment, les Israéliens ont envoyé 200 avions. Est-ce que vous imaginez, c'est hallucinant. Sans compter qu'ils avaient stocké des drones à l'intérieur de l'Iran. Bon, on connaît leur capacité de renseignement, etc. Donc, ils ont stocké des drones. Et donc, il y a eu une attaque terrible contre des personnes, contre des usines de nucléaire, etc. Et donc, c'était un message clair d'Israël et de l'Amérique, parce que l'Amérique est associée à Israël. Il ne faut pas se leurrer. Là, vous savez, quand l'Amérique dit « Ah, on n'était pas au courant », c'est impossible. D'ailleurs, Trump a publié, je viens de publier sur Telegram, Trump a publié sur son réseau social Social Truth, je sais pas quoi, où il dit à peu près ceci aux Iraniens, voilà, je leur ai dit, on négocie, ils ont hésité, on leur a tapé dessus, j'espère que ça va leur servir de leçon, j'espère qu'ils vont signer, s'ils ne signent pas, on va frapper plus fort. Voilà, donc je pense que le message est clair, l'Amérique est derrière, c'est fini. Maintenant, on ne rigole plus, donc l'Amérique est derrière. Et donc le message, je répète, le message est clair, envoyé à l'Iran. Alors, vous vous soumettez, on vous laissera envoyer quelques missiles comme ça pour sauver la face, si vous voulez. Hein. Et donc, on vous pose nos conditions pour qu'on lève les sanctions, etc. Donc, pas d'industrie nucléaire. Fini. Voilà, on contrôlera tout et on vous soumettra à des contrôles stricts, etc., etc., etc. Voilà. Alors, si le pays, si les dirigeants choisissent cette voie, ça veut dire que l'Iran accepte de se soumettre. Voilà. Il devient un protectorat comme l'Égypte, comme la Nouvelle-Syrie, etc. C'est-à-dire, on lui dictera ce qu'il doit faire, ce qu'il doit développer et ce qu'il ne doit pas développer. Donc c'est un tournant aujourd'hui énorme, colossal dans la région. Est-ce que Israël va devenir le seul patron de tout le Moyen-Orient? Ça veut dire personne ne bouge sans son consentement, ou bien l'Iran qui a des moyens, mais peut-être pas, je ne sais pas moi, je ne suis pas à leur place, ou est-ce que l'Iran, le régime iranien, est-ce qu'il va dire eh bien non, on ne se soumettra pas. Donc je pense qu'on saura dans les 24 heures, dans les 48 heures, dans les 36 heures, on aura à peu près la solution. En tout cas, au maximum, je pense d'ici une semaine. Parce que je ne crois pas qu'on ne peut pas attarder plus d'une semaine. Parce que les Israéliens continuent à bombarder. Hein. C'est pas fini. Donc, voilà, il y a le choix est clair. Où le Moyen-Orient, ça veut dire inclus l'Iran, devient totalement sionisé,
et donc l'Arabie Saoudite suivra, etc. Ou bien il y aura une résistance quelque part. Voilà. Alors, bon, j'ai une petite question rapide là. C'est Oui. concernant bah, justement la logistique qui a été mise en place là pour les bombardements. Est-ce qu'on peut dire que finalement, s'il y a un soutien des États-Unis, bien sûr, hein, on sait que les États-Unis sont un allié d'Israël, si ce soutien existe réellement dans ces frappes-là, est-ce qu'on peut dire que finalement, ce sont les derniers contrats signés à plusieurs milliards de dollars avec l'Arabie saoudite qui financent justement cette intervention militaire en Iran? Ça participe de cette agression, bien sûr, évident. De toutes les façons, vous savez, le choix, bon, l'Arabie Saoudite a publié un communiqué, soi-disant, enfin véhément, mais vous savez comment sont les régimes arabes. Euh, plus ils sont impuissants et plus leur verbe est haut, est fort. Donc voilà, on ne peut pas compter là-dessus. Et, mais en fait, je pense que Israël et les États-Unis comptent sur la non-réaction des pays arabes. Et d'ailleurs, je ne crois pas que l'Arabie saoudite lèvera le petit doigt ou les autres pays du Golfe. Si l'Iran décide de résister, à ce moment-là, on pourra, le Yémen, la résistance yéménite pourra entrer en jeu. Ça veut dire pourra faire mal aux installations pétrolières, aux bases américaines qui sont dans la région, aux champs pétroliers qui sont dans la région. Le Hezbollah pourra revivre, pourra renaître de ses cendres, ou bien si l'Iran décide de ne pas réagir, à ce moment-là, je pense que la partie est jouée pour longtemps. Très bien. Autre question. L'Iran a-t-il la capacité, bon, bien sûr, si l'Iran réplique, a-t-il la capacité de supporter les conséquences du ciblage des intérêts américains dans les pays du Golfe, comme l'a promis le commandant des gardiens de la révolution iranien qui a été éliminé lors de l'attaque israélienne? Bien sûr, ils ont cette possibilité. On le sait, enfin les spécialistes le disent. Ils ont des missiles très perfectionnés, même peut-être des missiles hypersoniques. Donc, ils peuvent. En fait, c'est une décision politique. Voilà. C'est sûr, vous savez, par exemple, l'Iran, elle a combattu l'Irak pendant 8 ans. Elle a eu des pertes énormes, mais parce que sa vie était en jeu, c'est-à-dire son destin était en jeu. Donc, il a fallu payer le prix de son indépendance. Et l'Iran s'est engagé justement parce que l'Occident a poussé l'Irak de Saddam Hussein à éliminer militairement ce régime. Et l'Iran a mis tous les moyens pour sortir vainqueur, ou en tout cas pour ne pas disparaître. Et donc, aujourd'hui, l'Iran a la possibilité de frapper très fort et d'infliger des dommages très importants, ne serait-ce que le pétrole, qui peut faire foutre le bordel dans le monde entier. Voilà. Ça, c'est une arme extraordinaire, redoutable. Voilà, je détruis toutes les installations pétrolières, je mine la mer Rouge, etc. Et là, vous allez voir, enfin, en tout cas, c'est une arme formidable. Mais la décision est politique aujourd'hui. C'est pas militairement parlant, l'Iran a de quoi résister, a de quoi frapper. Mais est-ce que le régime iranien a envie de suivre cette voie? Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'il se dit, quoi qu'il en coûte, on supportera toutes les conséquences, on détruira des trucs, mais nous résisterons et nous sortirons vainqueurs. C'est-à-dire, et peut-être que d'autres pays viendront à leur secours. Pas militairement parlant, par exemple la Russie, la Chine, etc. Ils ne vont pas intervenir, mais ils pourraient les aider, par exemple, en envoyant des missiles, etc. Voilà. Et donc, voilà, mais l'Iran a de quoi, enfin, d'après tous les spécialistes, l'Iran a de quoi répliquer.
D'accord. Et vous, selon vous, quel scénario attendez-vous dans les jours ou les heures qui arrivent? Moi, personnellement, comme ça, c'est une intuition, euh, je dirais presque 50-50, mais pour ne pas faire un peu le normand, ça veut dire 50-50, c'est pas vraiment une. Moi, mon intuition me pousse à, aux deux tiers, à 60%, mettons, que l'Iran ne réagira pas avec toute la force dont il dispose. Voilà. C'est une intuition. Hein. Voilà. Après, moi, je ne sais pas. Parce que c'est tout un calcul. C'est-à-dire, il peut se dire, je vais laisser passer ce moment difficile, et puis je vais essayer de négocier, je vais me renforcer, etc. Mais à mon avis, c'est un faux calcul. Parce qu'une fois qu'on se soumet, qu'on perd cette bataille-là, si l'Iran laisse passer cette défaite-là, parce que le coup, encore une fois, c'est pas du tout les bombardements qu'il y a eu il y a 6 mois, un an. Ça n'a rien à voir. Il faut suivre ce qui a été fait. Enfin, je veux dire, c'est colossal. Et donc, voilà, l'Iran, il est face à son destin. Enfin, Alors, Monsieur Cohen, il y avait une question là pour vous sur le chat. C'est concernant c'est pour demander confirmation. Il paraîtrait donc que Israël aurait détruit les lanceurs de missiles iraniens et que c'est pour ça qu'il tarde à répliquer. Est-ce que vous pouvez confirmer? Alors, j'ai entendu cette nouvelle, c'est-à-dire que, vous savez, ils ont introduit des drones, peut-être des dizaines ou des centaines de drones en Iran, et ils en sont capables. Ça, il n'y a pas de doute. Le Mossad est suffisamment intelligent, puissant, inventif pour introduire, mettons, quelques dizaines de drones qu'ils ont mis dans des camions, comme vous savez, comme les Ukrainiens ont fait avec les bases aériennes. Et puis, au moment venu, ils ont lancé les drones sur les missiles. J'ai vu passer cette information. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que de toutes les façons, même si quelques missiles ont été touchés, l'Iran dispose euh, des tas d'autres missiles avec lesquels il peut répliquer. Donc, la question n'est pas qu'est-ce qu'il a des missiles ou pas. Parce qu'il a au moins des missiles pour frapper les intérêts économiques et les bases américaines dans la région. Voilà. Et les intérêts économiques pétroliers. Voilà. Ça, au moins, il l'a. Et il peut mobiliser les outils pour frapper des coups très durs contre les intérêts américains dans la région. Donc, c'est une décision politique. C'est pas, voilà, c'est un choix. Est-ce que le régime iranien va choisir la confrontation totale? Parce que là, la guerre sera totale, absolue. Alors, très bien. Merci, Monsieur Cohen. Alors, j'ai un intervenant là sur Twitter. Je ne sais pas, peut-être qu'il veut prendre la parole. Onchu. Onchu. Est-ce que vous m'entendez? Votre micro? Non. Non, pour l'instant, il a pas l'air d'avoir envie d'intervenir. Alors, on va regarder, il y a peut-être une ou deux questions sur le chat. Dans quel cas Israël utilisera ses armes nucléaires? Euh, je pense si vraiment, par exemple, les Iraniens arrivent à détruire une partie du territoire israélien. Voilà. C'est-à-dire, euh, Israël n'utilisera pas les armes nucléaires, enfin, comme ça, a priori, mais il est possible, si les Iraniens frappent durement les intérêts israéliens, enfin les villes israéliennes, les installations stratégiques, etc., il est possible, mais il n'est pas certain. Parce que c'est pas, enfin, euh, euh, être le pays qui a frappé avec le nucléaire, alors qu'il y a une guerre, comment dire, classique, c'est quand même une responsabilité énorme. Mais il est possible que si Israël se trouve dans une situation désespérée, il pourrait le faire. Voilà. Mais Très encore une bien. fois, je ne pense pas que ça soit
pour détruire entièrement l'Iran, mais peut-être pour, comment dire, marquer le coup, voilà, par 2 ou 3, voilà, des sites, probablement pas sur Téhéran, enfin, sauf si Tel Aviv est détruit, par exemple. Mais enfin, c'est très difficile aujourd'hui de faire de telles spéculations. Bon, clairement, la question que je vais poser est peut-être un peu bête, mais pourquoi, pourquoi en fait Israël s'acharne à vouloir détruire l'Iran dans la région? Parce que c'est une puissance qui échappe à son contrôle. En fait, l'Iran était l'allié d'Israéliens sous le Shah. Voilà. Mais l'Iran, avec le régime des Mollahs, il est devenu un État, disons, hors contrôle. Et donc, et s'imposait comme une force régionale qui avait envie d'influencer, de jouer son rôle de grand pays dans la région. Et donc, le but des Israéliens, évidemment avec les Américains et les Occidentaux, d'abord, grâce à la guerre Iran-Irak, qui a duré 8 ans, et donc grâce à laquelle on pensait pouvoir éliminer ce régime, ça n'a pas marché. Bon, le régime iranien voulait mener une politique, disons, indépendante, et ça, c'est intolérable. Vous savez, nous sommes dans la jungle. Il faut comprendre que les relations internationales, c'est la jungle. C'est-à-dire, quand on voit un pays comme ça, l'Iran, on dit c'est pas normal qu'il résiste parce que nous voulons dominer, nous voulons contrôler cette région. Voilà. Et donc c'est intolérable et ça fait maintenant 25 ans au moins qu'ils cherchent des noises à l'Iran. Vous savez, l'Iran a signé il y a 10 ans à peu près, oui, il y a une dizaine d'années, en 2015, un traité avec les grandes puissances. Et il a accepté que toutes ces installations nucléaires soient contrôlées et donc ce traité a donné entière satisfaction. Vous savez, l'AIEA, qui dépend des Américains et qui a donné des informations aux Israéliens, entre parenthèses, a toujours affirmé que l'Iran respectait le traité et donc ne faisait rien pour enrichir l'uranium et aboutir à une bombe atomique. Donc c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que Israël et l'Amérique acceptent de voir émerger au Moyen-Orient un État libre et indépendant qui fait ce qu'il veut dans cette région. Voilà, ça le problème. Eh bien, Israël et l'Amérique ont décidé que non. Voilà. Donc, on a essayé les sanctions économiques, etc. Ça n'a pas marché jusqu'à présent. Et donc là, ils ont décidé. Pourquoi ils ont décidé aujourd'hui? Je sais pas. Peut-être ils ont, je sais pas. Peut-être ils ont cru que le moment était favorable. Ils ont leur, enfin voilà. Et donc ils l'ont fait. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas admettre, le nucléaire est un prétexte. Vous savez, quand Macron dit, vous savez, il a dit. Il est vrai qu'il y avait la menace nucléaire iranienne. C'est faux, c'est ultra faux. Il n'y a jamais eu de menace nucléaire iranienne et le traité signé en 2015 éliminait définitivement cette menace. Donc, en fait, le vrai enjeu, c'est quoi? C'est que tous les pays du Moyen-Orient doivent se soumettre. Voilà. Il n'est pas question d'avoir un pays qui fasse sa politique indépendante, etc. Voilà. Par exemple, si l'Arabie Saoudite veut avoir une centrale nucléaire, eh ben, elle doit demander l'autorisation à Israël. Vous savez que avant le 7 octobre, l'Arabie Saoudite était sur le point de normaliser ses relations avec Israël. Bon, elle le fera de toute façon. Moi, je vous l'ai dit, elle le fera de gré ou de force. Mais bon. Et une des conditions demandé par l'Arabie Saoudite pour signer la normalisation avec Israël, c'est que l'Amérique donne, certifie qu'Israël ne détruira pas la centrale nucléaire civile comme elle l'a fait en Irak. Est-ce que vous imaginez où on est arrivé, à quel degré
de soumission on est arrivé au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, quand même, c'est pas rien. Eh bien, elle demande que lui soit garanti que sa centrale nucléaire civile ne soit pas détruite. Voilà, voilà où on en est. Ça veut dire le Moyen-Orient est constitué d'États arabes, des protectorats, quasiment des protectorats, soumis à l'Amérique et à Israël. Alors, comment dire, j'ai Monsieur Emmanuel Macron là qui a fait une déclaration là, qui vient de se terminer il y a pas si longtemps que ça, où il dit que c'est Iran qui a rompu ses promesses concernant le nucléaire et donc il appelle quand même à une retenue, hein, à revenir à la table des négociations. Et il a mis en place, il a renforcé pardon le plan Sentinelle en France, voilà par rapport à la situation. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu des déclarations de... D'abord, l'Iran n'a jamais violé le traité. Est-ce que c'est une réelle menace concernant le nucléaire, l'Iran? Mais pas du tout. L'Iran a toujours voulu un traité, et ce traité a fonctionné de 2015 à 2018, à la satisfaction de tous. Il n'y a jamais eu de problème. Voilà. Les Iraniens ne sont pas intéressés par la guerre, par le nucléaire, l'arme nucléaire, etc. Mais ça aussi, c'était insupportable pour Israël et pour l'Amérique. C'est Trump qui a dénoncé cet accord en 2018. Et donc, en fait, ils veulent soumettre l'Iran. Voilà, en fait, c'est ça le problème, il est là. Voilà. Par exemple, le détacher des BRICS, il faut qu'il se soumette, voilà, que sa politique pétrolière reçoive l'aval de l'Amérique, etc., que son armement soit contrôlé, qu'il n'y ait pas trop de missiles, que son alliance avec la Russie soit rompue, etc. Voilà, en fait, ils veulent un caniche. Voilà, c'est tout simple. Et les discours de Macron, il est complètement à côté de la plaque. Bon, enfin, de toutes les façons, le discours d'un homme politique, en général, c'est des mensonges, et celui de Macron, c'est des mensonges puissance 10. Donc, voilà. Bon, bah, très bien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Très bien. Ouais, on va peut-être aller sur le sujet, l'autre sujet d'actualité aussi très important, bien sûr, hein, la marche vers Gaza, la flottille. Donc ça a suscité pardon énormément comment dire d'activité sur les médias. Hein. On a vu donc l'interpellation de la députée LFI Rima Hassan et d'autres personnalités. D'ailleurs, il y a toujours des personnes qui sont retenues encore à l'heure actuelle, hein, en Israël. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à justement à la députée? Est-ce que ça a été instrumentalisé? Est-ce que bon, voilà. Bon, d'abord, la semaine dernière, voilà, dans la vidéo, je vous ai dit comment je voyais la fin de cette aventure. C'est-à-dire, le navire sera intercepté, emmené à Ashdod et ses occupants expulsés. Voilà. Et à peu près, enfin, c'est pas à peu près, c'est presque ce qui est arrivé. Voilà. Au point que, vous savez, j'ai eu une réaction sur Facebook. Enfin, moi, la réaction des auditeurs, parfois, suite à cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'a mis ce commentaire. À peu près, j'ai pas le commentaire de tête comme ça. Il s'étonnait que j'évoque ce scénario, disons, sans violence. Et cette personne m'accusait presque de retourner ma veste. C'est-à-dire, elle se demandait, mais comment ça c'est quoi on vous croyait un résistant ou quelque chose comme ça. Enfin, mais vraiment, j'ai joué ma crédibilité là-dessus. Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, c'est que les gens pensaient, ou peut-être ils ont rêvé quelque part, que les Israéliens allaient détruire le bateau, ou bien, je ne sais pas, faire une action violente, ou prendre les gens.
écoutez, les Israéliens, ils sont cyniques, machiavéliques, tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas bêtes. Voilà. Ils savent que le monde entier les regarde ce petit bateau avec 12 personnes. Ils leur ont même donné de l'eau et des sandwichs. Donc voilà, bon. Non, ils l'ont joué finement. Et en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les adversaires ou les partisans d'Israël, comme 90% des médias en France, pour ne pas dire plus, bon, 90% des hommes politiques, etc., ils ont profité ou ils ont exploité cette expédition pour taper encore un peu plus sur Imma Hassan, sur LFI, pour faire même, pour broder de manière ironique et même vulgaire en disant par exemple la croisière s'amuse. Enfin, c'est juste incroyable. On a entendu des choses hallucinantes. Ou bien les cris de haine contre Imma Hassan dans l'avion, de retour, parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de Juifs et d'Israéliens dans le même avion. Elle a dû se réfugier dans les toilettes pour ne pas subir les agressions. Et il y avait des gens, une femme qui était sortie à l'aéroport, je ne sais pas, Roissy ou Orly, en tout cas en France, avec un drapeau en train de hurler. Enfin, c'était bon. Donc, malheureusement, c'est-à-dire que cette expédition, elle n'a fait que approfondir. D'ailleurs, excusez-moi, M. Cohen, je vous interromps vite fait par rapport à ce que vous venez de dire là concernant cette dame qui agitait le drapeau israélien et qui chantait Am Israël, Am Israël. On voit des agents de police qui sont pas très loin d'elle et mais qui sont un peu, j'ai envie de dire, ils sont un peu, ils ont une réaction, une forme d'impuissance face à la réaction de cette personne là. Alors, je suppose que ils sont pas bien en fait. Ils sont pas bien. Ils auraient aimé intervenir et faire quelque chose, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Mais tous les fonctionnaires, tous ceux qui ont un peu de pouvoir, policiers, administratifs, judiciaires, mais ils doivent avoir une trouille bleue de dire le moindre mot de travers. Ce que vous imaginez, vous voyez quelqu'un avec un drapeau israélien, mais vous dites pourvu. Il faut rien faire. Si jamais je dis un mot de travers, mais je risque le renvoi, le conseil disciplinaire, etc., etc. Mais c'est ça qui est terrible. Ce sont des gens qui ravalent leur impuissance, qui ravalent leur hostilité, leurs sentiments, parce qu'ils se sentent opprimés. Ils savent qu'on est face à des gens capables de vous poursuivre par tous les moyens et donc vous la fermer. Et c'est terrible, cette sensation de devoir fermer sa gueule devant des gens arrogants qui font ce qu'ils veulent, qui sont en pays conquis et qui savent qu'ils peuvent vous faire n'importe quoi. Et tous ces gens d'autorité qui ont une parcelle d'autorité, ils doivent avoir les chocottes à chaque fois qu'ils ont affaire à des personnes comme ça ou des drapeaux, etc. Malheureusement, c'est la situation. D'ailleurs, ça n'a pas traîné, elle a été reçue très rapidement sur la chaîne CNews, cette dame. Alors, pas sur le plateau directement, mais par visio. Ah d'accord, je ne savais pas, d'accord. Bon, ben voilà. Non, mais donc en fait, l'affaire Imma Hassan ou l'affaire de la flottille, elle n'a fait que agrandir le fossé. Il ne faut pas croire, parce que les gens croient que la flottille, évidemment, pour 10 ou 15% des Français, ils ont soutenu, etc., le combat, mais pour 80% qui suivent les médias, ils pensent que, oui, la croisière s'amuse, enfin, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi, voilà. Et malheureusement, les pro-israéliens utilisent aussi cette expédition pour taper un peu plus encore sur LFI, sur Imma Hassan, pour dire, par exemple, moi j'ai vu un truc qui dit, mais il faut qu'elle retourne en Palestine, etc. Enfin, c'est juste hallucinant.
Ouais. Alors, faut savoir que les personnes là, les dernières personnes qui sont restées, en fait, devaient rentrer apparemment. C'était prévu qu'ils rentrent aujourd'hui, mais suite à l'attaque israélienne contre l'Iran, le retour a été annulé et il s'agit donc d'un correspondant pour le journal Ouest France, Patrick Morieras, voilà, qui est toujours retenu là-bas. Bon, en fait, c'est un peu, enfin, je suis désolé de le dire, c'est un peu de leur faute. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à Ashdod, on leur a dit au 12, vous signez et vous partez. Bon. Greta Thunberg a signé et elle est partie, tout de suite. Voilà. Non, Rima Hassan et ses amis ont dit non, on ne signe pas. Bon, très bien, vous ne signez pas, on vous emmène en détention, vous passez devant un juge, et là, le juge statue sur votre expulsion. Donc, ça prend 2 jours de retard. En fait, le retard, il vient, les autorités voulaient les expulser tous sur le champ. Mais il fallait qu'ils signent un procès verbal. Comme ils n'ont pas signé, il fallait que le juge statue sur leur expulsion. Voilà, et c'est ça qui a retardé. Alors, j'oubliais tout à l'heure, j'oubliais de vous parler de Netanyahou concernant les frappes en Iran. Là, il paraîtrait qu'il ait pris la direction de la Grèce, hein, qu'il est atterri là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu cette information, Monsieur Cohen. Non, mais pourquoi il irait en Grèce? Peut-être pour se protéger, je ne sais pas. Non, enfin, moi, ça me paraît vraiment bizarre. Non, non, enfin. Bon, j'ai vu cette information circuler hein, sur Twitter où il y a un avion, voilà, où était donc Netanyahou. Non, mais il a pu aller pour une raison ou une autre. Mais non, écoutez, les gens ne connaissent pas les Israéliens quand même. On voit mal un Premier ministre en pleine guerre. Enfin, je veux dire, connaissant la mentalité israélienne, l'état d'esprit, etc., un Premier ministre qui file vers la Grèce. Non, enfin, moi, ça me paraît tellement gros. Maintenant, qu'il soit allé en Grèce pour une raison ou une autre, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas, peut-être il a une raison. Mais les gens ont tendance, si c'est ça, à mon avis, les gens transformeraient cette info en flûte. Enfin, c'est juste. Enfin, moi, je ne sais pas, ça me paraît tellement gros que j'arrive. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer sur cette histoire de la marche vers Gaza aussi, hein, qui devait commencer aujourd'hui. Oui. Que pensez-vous des autorités égyptiennes hein, de toute manière, on devait s'y attendre. Hein, Moi c'est ça. Moi, c'est la naïveté des gens qui me dépasse un peu. C'est-à-dire, vous savez, quand j'ai vu, il y avait je sais pas, des centaines de camions, de cars, etc., qui sont partis d'Algérie, de Libye vers l'Égypte, et les gens qui crient, qui hurlent, etc. Et je me dis, c'est terrible. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est que est-ce qu'ils savent qu'ils n'ont même pas une chance sur 1 million d'arriver à Gaza, à la frontière de Gaza, déjà. Parce que, il ne faut pas se leurrer, l'Égypte, elle va pas les laisser passer. Enfin, je veux dire, l'Égypte, il obéit aux instructions venant de Tel Aviv et de Washington. Enfin, c'est tout. C'est pas, voilà. Bon. Et donc, et en même temps, pour moi, j'ai interprété ça comme le sentiment de leur impuissance. Les peuples arabes doivent vivre un sentiment terrible d'humiliation et d'impuissance et de frustration, c'est-à-dire de voir un génocide commis contre un peuple arabe, contre le peuple palestinien, leurs frères, sans la moindre réaction. Il y a eu, et qu'ils savent que leurs gouvernants ne lèveront pas le petit doigt, il y a eu cette réaction un peu, comment dire, excusez-moi d'utiliser le terme, c'est pas péjoratif, c'est une réaction primaire. C'est-à-dire, nous, on va aller, voilà. Mais, enfin, je veux dire, c'est pas une action rationnelle,
réfléchie parce que c'est une action qui satisfait. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les têtes des gens. Enfin, ils hurlaient de joie. On dirait qu'ils allaient libérer la Palestine. Mais malheureusement, ils vont arriver à la frontière égyptienne, ils vont devoir repousser chemin. Voilà, bon, ils vont affronter le mur du réel. Voilà. Et c'est ça, en fait, si on élargit la réflexion autour de ce sujet, c'est que malheureusement, les Arabes, enfin, quand je dis les Arabes, bon, on peut mettre les élites, les gouvernants, enfin, tous ceux qui veulent se battre contre Israël, contre le sionisme, pour la défense de leur dignité, etc. Voilà, bon, d'accord. À mon avis, et je l'ai souvent dit d'ailleurs, hein, c'est pas un scoop, ils n'ont jamais su ou pu ou voulu mettre toutes les chances de leur côté pour combattre Israël et pour défendre la Palestine. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà développé les idées, etc. Et là, ils ont eu cette réaction, comment dire, elle est irrationnelle. Elle est spontanée mais irrationnelle. Elle exprime juste plus la frustration, l'humiliation et l'impuissance qu'autre chose, parce qu'ils n'arriveront à rien. Cette marche ne sert à rien. Elle va entraîner encore un peu plus de déception et d'humiliation. Voilà. Parce qu'on ne les laissera pas passer. Voilà. Alors qu'au lieu de. Si on avait. Au lieu de faire cette marche, enfin, c'est trop tard maintenant, mais s'il avait fallu s'organiser, etc., pour. Comment dire, pour arriver à défendre la Palestine, Gaza, rompre le blocus, enfin, mener des actions combinées, intelligentes, rationnelles, etc., ben, on n'en serait pas là, voilà. Et voilà ce que j'ai pensé quand j'ai vu cette marche. C'est-à-dire, ça fait mal au cœur. Pourquoi ? Parce que, enfin, moi, ça me fait mal au cœur, voilà. Parce que c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Et ça va encore plus les frustrer davantage, parce qu'ils n'auront rien du tout. Cette marche n'aboutira à rien du tout. Voilà. À la rigueur, la flottille, bon, voilà, ils l'ont fait de manière, comment dire, voilà, presque symbolique. Voilà. C'était un symbole. Voilà. Il n'y a pas eu de voilà, quelques personnes, une douzaine de personnes sur un petit bateau. On y va. Peut-être on ne s'attend pas à grand-chose, mais on y va quand même pour marquer le coup, etc. Voilà. Dignement, intelligemment, doucement, voilà, sans cris, sans. Voilà. Et puis, voilà, je pense que il y a eu un effet, à mon avis, l'effet sur les opinions publiques sera beaucoup plus marquant, sera beaucoup plus important que cette marche qui traverse l'Afrique du Nord pour aller jusqu'en Égypte. Oui, Monsieur Cohen, excusez-moi. Donc, ça vient de tomber, hein. Il y a des commentaires qui le confirment sur le chat. Moi, j'ai une source, là, c'est BBC. Donc, l'Iran aurait envoyé des missiles, aurait riposté. Il y aurait des missiles qui seraient tombés sur Tel Aviv. Alors, encore une fois, il ne faut pas envoyer des missiles, ça ne veut rien dire. Bon, je vous dis ça comme ça, mais il y a une riposte qui est faite. Non, oui. Vous savez, il y a quelques mois, l'Iran a riposté de manière symbolique. Voilà. D'après Raouf sur le chat, il nous dit plus de 100 missiles. Bon. Voilà. Oui, mais même 500 missiles. Si les missiles sont faits pour être interceptés, est-ce que l'Iran... Non, pour moi, est-ce que, je répète, hein, est-ce que l'Iran va déclarer... Parce que ce qu'a fait Israël, c'est au-delà même au-delà de l'imaginable.
c'est un coup terrible porté militairement, scientifiquement, etc., à l'Iran. Voilà. Alors, donc, si l'Iran envoie 100 missiles, mais qui ne font pas ou très peu de dégâts, et ça s'arrête là, ça veut dire pour moi, l'Iran a signé sa soumission. Voilà. Donc, il n'y a pas photo. Ou l'Iran, moi, j'ai pas à dicter quoi que ce soit. J'analyse. Voilà. Ou le régime iranien choisit de se soumettre, c'est-à-dire se dit, OK, très bien, vous nous avez massacrés, eh ben, on se soumet et on va signer un accord, on va abandonner l'énergie nucléaire, etc., etc. Ou bien on va résister, mais résister vraiment, pas. C'est pas le symbolique. On n'est plus dans le domaine du symbole. Voilà. Maintenant, on est entré dans le dur. La leçon a été forte, c'est-à-dire, voilà, les Israéliens ont mis la barre très haut, très très haut. Ils ont dit, voilà, maintenant, on vous prend à la gorge. Ou vous vous soumettez, ou bien on va vous détruire. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pas le fait d'envoyer 100 missiles. C'est pas ça qui compte. Est-ce que l'Iran veut, enfin, euh, répondra à la hauteur de l'attaque qu'il a subie? Encore une fois, moi, je ne suis ni pour ni contre quoi que ce soit. Moi, j'analyse, voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, et je répète parce que ce qui me paraît vraiment important, c'est que l'Iran est à la croisée des chemins. Voilà. Là, maintenant, il n'y a plus à tergiverser. C'est fini les petits coups par-ci, par-là, etc. Voilà. Aujourd'hui, le message israélo-américain à l'Iran est clair. Ou vous soumettez, ou on vous détruit. Ou alors vous résistez. Voilà. Mais il n'y a plus de. Enfin, on ne joue plus. Voilà, on ne joue plus. Bon, ça reste à confirmer. Hein. Pour l'instant, je suis en train de regarder un petit peu, mais je vois pas trop comment dire, de médias en parler. Donc, on va attendre peut-être encore un petit peu. On va continuer, Monsieur Cohen, sur la marche vers Gaza et cette dynamique qui a eu lieu aussi avec cette caravane qui est partie d'Algérie pour traverser la Tunisie, la Libye et arriver en Égypte. Bon, hein, je suppose qu'ils ont eu aussi des difficultés. D'ailleurs, il y a même je crois, il y a même des personnalités ou des avocats, une trentaine, 34 personnes qui ont été arrêtées, expulsées, je crois, des Algériens, dont des avocats. Et moi, la question que je pose déjà, pourquoi la caravane n'est pas partie, n'a pas fait participer le Maroc? Je sais pas. Je sais pas. C'est de cette caravane dont je parlais tout à l'heure. C'est pas la. Quand vous m'avez dit peut-être la marche sur Gaza, j'ai pensé à cette caravane. Ah, d'accord, ok. En fait, la marche sur Gaza, je ne suis pas vraiment. Enfin, je suis pas. Je ne la suis pas vraiment. Voilà. Je ne suis pas au courant de son état, où elle est, etc. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de frustration, etc., je parlais de cette caravane qui venait d'Algérie, de Libye, etc. Voilà. Ces masses arabes qui hurlaient, qui hurlent, qui veulent y aller, qui veulent en découdre et tout. C'est cette ambiance que j'ai décrite en matière de frustration, d'humiliation et d'impuissance. Voilà. Et donc, pourquoi oui. le Maroc n'a pas participé à cette caravane? Je ne sais pas, peut-être qu'il a participé, non? Il Je n'a sais pas pas. envoyé quelques En tout camions, cas, non? Il n'y a pas eu quelques camions marocains, non? Peut-être, je ne sais pas. bon, après, on sait très bien qu'il y a cette histoire de normalisation de l'établissement marocain, comme vous dites, mais le peuple, quand même, une grande partie de la population soutient la Palestine. Elle aurait pu participer à cette caravane. Pourquoi exclure le Maroc de cette Je suis désolé, initiative? je suis incapable de répondre à cette question. Je ne sais pas. J'ai pas creusé, je ne suis pas tombé là-dessus, je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai vu les images et c'était en même temps émouvant et frustrant de voir. Vous savez, par exemple, on a montré qu'en Libye,
il y avait des stations-service qui leur donnaient l'essence gratuitement parce qu'ils allaient à Gaza. Voilà. Enfin, en fait, il y a eu une espèce de ferveur populaire qui, malheureusement, et c'est ça le drame, cette ferveur va encore créer plus d'humiliation et d'impuissance et de frustration parce qu'ils vont arriver en Égypte, soit on va les refouler à la frontière égyptienne, soit on va les laisser entrer en Égypte et on va les cantonner à El Arish, à quelques dizaines de kilomètres de Gaza, etc. En tout cas, ils n'iront pas à Gaza. Voilà, ça, ce qui est sûr et certain. Voilà. D'ailleurs, j'ai montré une vidéo aujourd'hui ou hier montrant les autorités égyptiennes avaient refoulé des étrangers, ils avaient l'air d'étrangers, ils avaient des passeports allemands, etc. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Il y avait une centaine peut-être de gens qui étaient venus par l'aéroport et ils ont été refoulés sur le champ. Voilà. Alors, j'ai Raouf qui est avec nous là. Raouf qui a l'air d'avoir des informations concernant l'attaque, les attaques, la riposte iranienne. Donc, ils en parleraient donc sur la chaîne Al Jazeera. Donc, il nous dit que des incendies près du ministère de la Défense. Bon, on verra, oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'autre et après, il nous dit, bon, c'est la chaîne 13 israélienne qui l'affirme. D'accord, bon, on verra. Voilà. Bon, concernant cette histoire de caravane, il y a quelques commentaires. Bon, effectivement, alors la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée, donc c'est ce qui a pu peut-être faire bloquer la participation des Marocains. Oui. Certainement, des Marocains ont trouvé le moyen d'y participer, mais en partant peut-être depuis la Tunisie, voilà. Alors, il y a une question concernant la caravane. Donc, est-ce que cette caravane n'est pas en fin de compte un guet-apens stratégique sioniste? Non, je pense pas. Je veux dire, enfin, je vois pas vraiment, je vois pas comment on arrive à faire des raccourcis comme ça. Voilà. Je veux dire, c'est, ce sont des initiatives qui sont parties de l'Algérie, de la Libye, de la Tunisie, et je vois pas vraiment la main du sionisme d'Israël ou du Mossad là-dedans. Voilà, donc je vois pas où est le guet-apens. C'est-à-dire que en fait, c'est l'Égypte qui va servir le plat du Mossad. Enfin voilà, mais on va les bloquer puis on va les renvoyer. Enfin, on va les renvoyer chez eux, c'est tout. On va leur dire de faire demi-tour. Alors, il y a aussi, donc merci pour ceux qui commentent et qui donnent des informations en direct. Donc, Macron aurait déclaré que si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France participerait aux opérations de protection et de défense. Eh ben, dis donc, ça c'est grave, hein, c'est vraiment grave. C'est là où on voit que l'Occident est vraiment derrière. C'est grave, mais c'est pas surprenant, Monsieur Cohen. Ah, c'est surprenant un peu quand même, parce que Ah ouais, ah ça vous surprend, pas moi. ah oui, parce que non, non, parce que je vois pas pourquoi la France rentrerait en guerre ouverte entrerait en guerre dans un conflit qui ne la concerne pas. Voilà. C'est ça le truc. Moi, je veux dire, il y a des limites. Enfin, je veux dire, par exemple, l'Ukraine, ils envoient des armes, etc. Mais Israël, je vois pas où est en quoi ça concerne la France. Non, et c'est là. C'est quand même, Oui. alors c'est quand même pour un département. Quand on voit qu'on a des députés à l'Assemblée qui ont la double nationalité, voilà, pour moi, c'est clair, la France est un allié d'Israël. Oui, inconditionnel. Et c'est là et malheureusement, c'est là où on voit d'abord, comment dire, l'inaction et l'inefficacité des,
des Maghrébins en général en France, ou des pro-palestiniens qui n'ont jamais réussi, malgré leur nombre et la qualité de leur population. Je vous rappelle qu'il y a des milliers d'avocats, de médecins, d'ingénieurs, d'universitaires, etc., et qui n'ont jamais réussi à inverser, ne serait-ce que légèrement, le rapport de force. Et donc ça, c'est voilà, ça pose question, ça pose problème. Voilà. Bon, bah, il y a une réaction à la déclaration de Macron, c'est Mélenchon, hein, Mélenchon qui nous dit, alors que je dise, voilà, Macron fait n'importe quoi avec cette déclaration de guerre car il n'a pas mis la même vigueur pour le Liban ou Gaza. Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, je veux dire, enfin, en plus, il n'a pas le droit enfin, il n'a pas le droit. C'est-à-dire, pour mener une guerre, il faut le vote du Parlement, etc. Enfin, et c'est une guerre qui ne le concerne pas. Et c'est ça le drame le drame de Macron, c'est qu'il veut jouer sur tous les tableaux. Alors, il n'a pas cessé de dire depuis des mois, il faut reconnaître l'État palestinien, etc. Il dit des choses contre Israël, sur Gaza et tout. Et puis après, Israël lance une agression et tout à coup, le voilà qui veut défendre. Franchement, il y a déjà, vous savez, Israël a déjà l'Amérique qui le défend, donc c'est amplement suffisant. Oui, il y a pas mal d'incohérences dans les discours tenus par Emmanuel Macron, hein. Des fois, on se pose des questions. Oui, oui, on peut se poser des questions. Oui. D'ailleurs, il est prévu que normalement, bientôt, hein, le 18 juin, Oui. hein, alors je ne sais pas si ce sera une date symbolique comme l'appel du 18 juin, mais en tout cas, il est prévu que normalement, la France reconnaisse Ça y est, ils ont l'État abandonné. palestinien. Même ça, même ça, les Arabes ne l'auront pas, les Palestiniens ne l'auront pas, même ça. Juste une déclaration, des mots. Vous savez ce que je pense de la reconnaissance de l'État palestinien? Elle ne vaut rien, zéro. Voilà. Concrètement, elle vaut zéro. Il y a 150 pays qui ont reconnu la Palestine. À quoi ça sert? Rien. Donc, en fait, c'est juste des mots. Et tout à l'heure, quand parlant de Macron, j'ai oublié d'ajouter, c'est que vous voyez bien que toutes les déclarations de Macron et des autres leaders européens, c'est juste de l'hypocrisie pour faire taire les pays arabes, les peuples arabes. Voilà. Ça fait des années, des décennies qu'on leur dit nous sommes contre l'occupation, contre la colonisation, nous sommes pour la solution à deux États, on va prendre des mesures contre Israël, et patati et patata. Et, et malheureusement, ça marche, ça continue à marcher, on les croit, alors que Macron et tous les leaders occidentaux sont profondément, viscéralement, inconditionnellement pro-israéliens. Voilà. Bah justement, Macron, d'après les dernières nouvelles, là, Macron aurait annoncé le report de la conférence à l'ONU sur la solution à deux États. Alors, il y a une question pour vous, M. Cohen, c'est concernant donc, la situation. Est-ce que Trump ne joue-t-il pas un double jeu, hein? Il négocie avec l'Iran pour les endormir et en même temps, il donne le soutien logistique à Netanyahou. Exactement, tout à fait ça. C'est-à-dire, en fait, bon, que Trump l'ait voulu ou pas, de toutes les façons, il a donné son accord. Voilà. L'État profond lui a dit, bon, voilà, maintenant on y va. Voilà. Et donc, quelles que soient les raisons, c'est très difficile de les démêler d'ailleurs. Comment savoir pourquoi Trump, qui voulait une solution négociée, en arrive à presque accepter un conflit armé généralisé. Voilà. Donc, mais il est possible qu'il ait fait toutes ces. Peut-être qu'au début, c'était pas ça. Il a voulu négocier avec l'Iran, mais des conditions assez dures, parce qu'il réclamait que l'Iran n'ait aucune compétence en matière nucléaire, même civile. Voilà. Donc c'était très dur, les conditions, mais enfin, il y avait quand même des négociations. Et puis finalement, en sous-main, le lobby sioniste et l'État profond américain ont forcé la main à Trump
et lui ont dit, voilà, enfin, on forçait la main, après tout, en tout cas, Trump, il a agréé et il a accepté, voilà. Et donc, on ne peut pas imaginer que cela se soit fait sans son accord. Donc, ça a été fait en collaboration, en coopération. Et j'imagine que les Américains entreront en guerre si jamais la situation devient sensible ou devient difficile. Et donc, voilà, bon, c'est comment la décision a été prise, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, l'État profond a réussi. Donc, il y a un mythe qui tombe, voilà, malheureusement, le mythe de Trump qui va détruire l'État profond et qui va le domestiquer et qui va faire sa politique pacifique, etc. Voilà l'exemple aujourd'hui. On l'a vu avec l'Ukraine déjà, où Trump, ça fait des mois qu'il hésite sur la solution à adopter. Il n'arrive pas vraiment à prendre le vrai virage de la paix. Et là, on voit avec l'Iran que il retourne à la niche, à la niche de l'Amérique qui fait le jeu d'Israël. Voilà. Alors, il y a un commentaire là intéressant, Monsieur Cohen. J'aimerais que vous réagissiez à celui-ci. Dans le cadre de la déclaration de Macron, l'Amérique choisit la stratégie des coalitions pour ne pas subir le Bataclan. C'est plus loin géographiquement. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Cohen? Non, mais de toutes les façons, un Bataclan peut très bien se faire aux États-Unis. Je veux dire, il suffit d'envoyer une dizaine d'agents sous faux drapeau, enfin, je veux dire, soit étudiants, etc. Ça, c'est pas difficile. Et puis après, monter voilà, faire entrer de l'explosif. Enfin, pour un service secret, c'est pas sorcier de le faire. Bon. Monsieur Cohen, Oui. non, mais je suis obligé de réagir avec vous là concernant cette histoire de Bataclan. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? C'est-à-dire? Non, parce que la France a subi le Bataclan, donc est-ce que le fait, si je reprends le commentaire là de monsieur là, oui. que je vais retrouver, donc ça voudrait dire que en fait Macron fait une déclaration en soutien à Israël, comment dire, pour ne pas derrière subir d'éventuelles comment dire, attaques sur son territoire. C'est ça, c'est ça. Donc le Bataclan, on l'a subi, la France l'a subi. Si on ne soutient pas Israël, on pourrait le subir de nouveau. Non, Savez, non, vous voyez un petit peu, M. Cohen, où c'est que je vais en venir? Moi, je suis très dubitatif sur ces affaires d'attentats. Voilà. On ne saura jamais, et peut-être dans 60 ans, peut-être, je ne sais pas, ce qui s'est passé réellement au Bataclan. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Enfin bon, vous savez, par exemple, il y avait des militaires, ou je ne sais pas, qui gardaient la maison de Valls à côté, et on leur a interdit d'aller donner on leur a interdit d'intervenir au Bataclan, par exemple. Non, enfin, je veux dire, toutes ces affaires-là sont louches. Vous savez, le 11 septembre, etc. Moi, je suis assez dubitatif quand. Souvent, ça peut être des actions sous faux drapeau. Regardez même le 7 octobre. Enfin, en partie, il a été manipulé, etc., par les Israéliens. En fait, toutes ces histoires d'attentats, les Daesh et tout le bazar, toutes ces histoires, il y a trop de manipulation. C'est pas du tout net. Donc, pour ne pas avoir une espèce de Bataclan, j'en sais rien, vous savez, et puis, et même, il y a des gens manipulés, vous savez, par exemple, celui qui a assassiné Kennedy, un Palestinien, bon, Silwan, je crois, en 68. Mais quelques heures après, le type ne se souvenait de rien. Il ne se souvenait de rien. Il se disait, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Voilà. Il y a tellement de manipulation dans ces histoires
que je préfère ne pas m'avancer et dire oui, machin. C'est tout, rien n'est blanc ni noir dans ces histoires d'attentats. Effectivement. Alors, là, je reviens, il y avait une autre question. Donc ça, c'était concernant Trump, c'est bon. Et voilà. Comment se fait-il que des espions israéliens arrivent à entrer aussi facilement en Iran et installer des lanceurs et installent les lanceurs? Bon, d'abord parce que comment dire, l'Iran a été un pays ami d'Israël sous le champ. Donc, et le Mossad a travaillé avec la police secrète du Shah, qu'on appelait le Shabak, je sais pas quoi. Enfin, j'ai oublié le terme. Il avait une police secrète très, très, très meurtrière. Et donc, il est possible qu'à ce moment-là, vous savez, là où le Mossad arrive, par exemple, comme au Maroc, où il était présent depuis les années 50, il installe des réseaux. Ça veut dire il engage des gens, ou il envoie des gens, par exemple, qui achètent un commerce, qui achètent une entreprise, qui ouvrent un cabinet d'avocats ou je ne sais pas quoi, ou de conseils. Donc, en fait, il infiltre des gens sous une fausse couverture. Par exemple, un espion. Vous savez, quand on attrape un espion aux États-Unis, par exemple un espion soviétique, on se rend compte que c'était un comptable, c'était quelqu'un qui menait une vie tranquille en tant que, je sais pas moi, représentant de commerce ou j'en sais rien. Donc en fait, le Mossad a fait rentrer des gens depuis longtemps et il a installé des réseaux. Bon, voilà. Et puis il s'est formé des gens. C'est-à-dire, bon, par exemple aussi, le Mossad, enfin, il y a beaucoup de juifs iraniens qui sont partis en Israël. Je ne sais pas le nombre, mais il y en a beaucoup. Et donc, il a pu recueillir des informations, etc. Peut-être avoir des contacts ou les renvoyer là-bas sous une fausse identité. Donc, ce sont des choses qui se construisent sur des années, des années. Et voilà, donc c'est un travail dans lequel le Mossad excelle. Je crois que c'est peut-être le meilleur service de renseignement au monde dans ce domaine. Voilà. Alors, bon, bah, ça se confirme, hein. Il paraîtrait qu'une seconde vague de missiles iraniennes se dirige vers Israël. Bon, très bien. On va voir les dégâts que ça pourra causer, hein. Et On verra. est-ce que ce sera le déclenchement d'une vraie guerre, hein, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, si on s'arrête à une riposte, on envoie quelques missiles, pardon, et puis stop. Je veux dire, ça c'est pas vraiment euh, répondre à Israël, Oui, quoi. tout ça serait l'aveu d'un échec. C'est-à-dire voilà, bon, très bien, on accepte le rapport de force. Voilà. Mais on verra. De toute façon, ça prend du temps. Peut-être, on verra dans les 2, 3 prochains jours comment ça va se développer. Ouais. Bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question de ce soir. Oui. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres choses à traiter peut-être que j'avais oublié? Euh, Bon, on va laisser ça pour la semaine prochaine. ouais, je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. Bon, bah très bien, merci Monsieur Cohen. Excellente soirée à vous, un bon week-end. Et Bonne soirée. alors éventuellement, Monsieur Cohen, s'il y a ça, il y a des événements, si ça bouge, on peut peut-être faire un imprévu, comme éventuellement, hein. On verra comment ça évolue Oui, si bien vous êtes sûr. Oui, disponible. tout à fait, oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Très bien. Si Excellente soirée à vous. À bientôt, Monsieur Cohen. Merci. bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir. Voilà, les amis, on est arrivé au terme de cet entretien hebdomadaire avec Monsieur Cohen, comme d'habitude, qui nous apporte son analyse sur la situation. Hein. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit.
Et vous avez la chance de l'avoir toutes les semaines à la même heure, le vendredi, 19h30. Voilà les amis, un excellent week-end à tous. Et on se donne rendez-vous en espérant qu'il n'y ait pas trop de grabuge. Mais si c'était le cas, on se retrouve avant vendredi. Voilà, excellente soirée à vous. Salam alaikum.